Ça y est, on est en direct, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans le Mac de Sport.fr. Aujourd'hui, petit voilà, nouveau numéro, émission peut-être un peu plus courte aujourd'hui, mais voilà, bref, avec les emplois du temps, mais pas de problème. On est quand même là. Avec moi aujourd'hui, David. Bonjour David, comment ça va? Salut Ruben, salut Nico, comment allez-vous les gars? Ça va au top, ça va très très bien. Et en plus, on va pouvoir parler un petit peu du match de l'équipe de France qui est ce soir. Et bon, David l'a annoncé, Nico est présent. Bonjour Nico, comment ça va? Bonjour David, bonjour Ruben, bonjour à tous. Ça va très bien. On a encore vécu un super week-end de sport, donc on va avoir l'occasion d'en parler. Très content d'être là avec vous aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Tu l'as très bien dit, comme ça on va pas perdre plus de temps, on va commencer directement avec les tops et les flops. Je vais te donner tu vas garder la parole, je pense que tu as évidemment envie de parler de ce qui s'est passé en tennis, Nico. Je te laisse la main pour ton top de la semaine aujourd'hui. Oui, alors moi je voulais parler de cette fabuleuse histoire. Alors déjà, il y a cette formidable épopée et de Vachereau et de Rinderknecht qui sont tous les deux arrivés en finale du Masters 1000 de Shanghai. Et je voulais parler de cette histoire magnifique qui est en fait le fait que les deux soient cousins. Ils se sont affrontés tous les deux et en plus la finale était très belle et Vachereau l'a emporté finalement en 3-7 alors que Rinderknecht avait gagné le premier. Vachereau s'est relancé dans la deuxième et a réussi à renverser la vapeur euh, à la suite d'une semaine absolument phénoménale de sa part. Et donc voilà la belle histoire déjà pour un joueur qui n'était même pas dans les 100, dans le top 100, qu'il a intégré évidemment aujourd'hui grâce à sa victoire dans ce Masters 1000 de Shanghai. Mais le fait de ne pas être dans le top 100 et de sortir des qualifications et d'arriver à gagner ce tournoi face à son cousin Rinderknecht, c'était vraiment formidable. Et on a vu à la fin les déclarations des deux finalistes qui étaient émus aux larmes avec voilà, cette rencontre entre les deux alors qu'ils sont très proches dans la vie. Je trouvais ça formidable et voilà, il fallait souligner déjà la performance du tennis français avec Rinderknecht, évidemment, qui arrive en finale. Et puis Vachereau, qui, j'ai envie de dire, un petit peu français aussi, puisqu'il est sous les couleurs de Monaco. Voilà. Et donc, voilà, je trouvais cette rencontre vraiment exceptionnelle, une très belle finale. Et l'émotion par-dessus tout qui l'emporte, j'ai envie de dire, et les cousins qui sont super proches. Du coup, l'anecdote du fait qu'ils soient cousins, qui est vraiment évidemment extraordinaire comme anecdote, a occulté l'incroyable exploit de Vachereau, parce qu'il y a des mecs du top 50 mondial qui toute leur vie rêvent de gagner un Masters 1000 dans leur vie, qui n'y arrivent jamais. Et lui, il a réussi à gagner un Masters 1000 alors qu'il est même pas dans le top 100 mondial. C'est un mec qui est très très loin au classement ATP et qui a remporté un Masters 1000, quoi. Et l'autre truc qui est passé un peu inaperçu, c'est que Rinderknecht, je crois qu'il a sorti Medvedev, si je ne m'abuse, en demi-finale. Oui. Et Vachereau, il a bénéficié du retrait de Djokovic, mais enfin, ils ont quand même sorti respectivement Djokovic et Medvedev pour en arriver là, quoi. Ils n'ont pas volé leur place en finale, quoi, l'un comme l'autre. Oui, et en plus, comme tu l'as souligné, David, je trouve que ce qui est formidable aussi, c'est il s'agit d'un tournoi quand même, d'un Masters 1000, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas d'un petit, enfin, sans faire un jour à tous les tournois, mais si vous parlez de certains tournois, je vais parler du tournoi de Metz ou de Rio, ça n'est pas la même. Non, mais en théorie, un Masters 1000, il n'y a que 10 mecs dans le monde qui sont capables de le gagner. En théorie, il y a eu des saisons où c'était le cas. Il y avait que si tu n'étais pas dans le top 10, tu n'avais aucune chance d'arriver en finale d'un Masters 1000. Et là, les gars, ils ont tous les deux fait l'exploit d'arriver en finale. Ouais. Et puis Vachereau, incroyable, quoi. Enfin, puisque pour le coup, Rinderknecht était très favori par rapport au classement ATP et par rapport à son cousin en finale. Et c'est le challenger qui a été jusqu'au bout du bout et qui a gagné, quoi. Oui, et puis de par son expérience, j'ai trouvé que voilà, Rinderknecht forcément était favori de par son classement, tu l'as dit David, mais aussi par son expérience, puisqu'il a beaucoup plus l'habitude des gros tournois que son adversaire de cette finale de Shanghai. Et je pense que en plus, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est sa condition physique. C'est-à-dire que il faut savoir que c'est quand même un joueur qui a joué les qualifications, donc il y a eu, je crois qu'il y avait 2 ou 3 matchs de plus que son adversaire. Et donc ça aussi, ça aurait pu jouer énormément.
Et malgré cela, malgré la fatigue à la fois physique et psychologique que ça engendre, eh bien, Vachereau a réussi quand même à se surpasser et à passer outre et à arriver à surmonter cet obstacle, parce que quand on est fatigué physiquement, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, il est passé par toutes les émotions. Et d'arriver comme ça à se surpasser, moi, je trouvais ça vraiment exceptionnel et c'est vraiment aussi à souligner. Tout à fait. En termes de place, donc, avec cette victoire, Vachereau prend, je crois, 164, il me semble. Parce qu'il, du coup, maintenant, il est 40e mondial. Avec cette victoire. Incroyable. C'est un bond énorme. Et Arthur, de son côté, il se retrouve 28e, donc il était déjà dans le top. Ouais, voilà. Ouais, c'est fou. Il est 28e, il a gagné aussi 26 places, ce qui est quand même colossal. Donc voilà. Je voulais souligner C'est vrai que aussi, Vachereau, de fou, il passe de 206e à 44e, c'est hallucinant. C'est déjà oui, lui. c'est exceptionnel. Et moi, ce qu'il faut attendre de la part de Rinderknecht, c'est de la régularité et de voir si il arrive comme ça à confirmer. Parce que Vachereau, on va voir si c'est un peu comme Boisson l'a fait chez les féminines en demi-finale de Roland-Garros au printemps dernier. Est-ce qu'il va arriver? Comment va-t-il gérer au niveau émotionnel, notamment, cette progression, j'ai envie de dire? On l'a vu aussi avec Coco Gauff qui a gagné Roland-Garros, qui a eu du mal derrière. Donc, il faudra voir au niveau de Vachereau comment il va réussir à gérer cet exploit monumental, encore une fois. Et aussi Rinderknecht, comment il va gérer cette finale qu'il a atteint à Shanghai, à voir est-ce qu'il va réussir à confirmer ça sur d'autres Masters 1000, notamment au niveau de la saison 2026. Tout à fait. Niveau, en tout cas, bon, bref, il y a toujours, comment dire, une sorte de malédiction, je sais pas, mais en tout cas, le dernier Français à avoir gagné un Masters 1000, c'est Tsonga, toujours, 2014. Tonga, ouais, Toronto, il me semble. au Canada. Euh, Ouais. Et depuis, bah, il y en a eu que deux autres, hein. Enfin, il y a eu, enfin non, il y en a eu, enfin, il y a eu aucune victoire. Il y a eu trois autres joueurs à avoir tenté. Du coup, Gaël Monfils 2016, Hugo Humbert 2024, l'année dernière, et donc Arthur Rinderknecht cette année. Donc voilà, mais en tout cas, pas de victoire pour l'instant. Et donc le dernier remonte à 2003. Ouais, bon, un monégasque, on va dire qu'il est quasiment français. On va annexer Monaco pour l'occasion. Voilà. Pour le Pierre avec la F1, hein, Ouais, on va annexer Monaco. C'était juste pour les derniers petits chiffres, mais en tout cas, comment dire, Tsonga en a deux, mais pareil, en fait, ouais, non, mais ce que je voulais souligner par ça, par les chiffres, c'était juste que il n'y a pas beaucoup de, enfin, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de victoires françaises en Masters 1000. Je crois qu'il n'y a que 6 victoires en 23 tentatives, ce qui n'est pas un giga ratio. Donc voilà, c'était juste pour donner ces petits chiffres-là. Bref, juste pour ça. Ok, très bien, on passe à la suite. David, je te laisse la parole. David, c'est quoi ton top aujourd'hui? Alors, mon top, je l'ai intitulé La glorieuse incertitude du sport. Donc, je fais allusion au fait que, avant, quand on sifflait penalty, c'était but. Et maintenant, on a l'impression que c'est du 50-50 entre le tireur et le gardien. De quoi je parle? Il y a une semaine ou deux, on a parlé de cet incroyable exploit du gardien du LOSC qui a arrêté un penalty qui avait été donné 2 fois retiré. Il a fait les 3 arrêts. Ça, c'était en Ligue Europa. Et là, samedi, donc ça s'est passé en l'espace de quelques minutes d'intervalle, ces 3 événements. Il y a eu un penalty de Erling Haaland dans le match Norvège. Je me souviens plus, c'était Norvège-Israël. Norvège-Israël. Penalty. Hop, arrêt du gardien israélien, à retirer, deuxième arrêt du gardien israélien, de l'autre côté en plus. Donc les deux beaux arrêts. Quelques minutes plus tard, donc là c'est dans le match Espagne-Géorgie. Ferran Torres, donc l'attaquant du Barça, donc pas spécialement les pieds carrés, qui se présente, arrêt du gardien géorgien. Et ensuite, Portugal-Irlande, penalty pour, excusez du peu, Cristiano Ronaldo, hein, pas non plus spécialement un débutant. C'est pas le Vachereau du football, hein, Cristiano Ronaldo. Et arrêt du gardien irlandais. Donc là, c'est génial parce que ça veut dire que quand il y a un péno maintenant, il n'y a plus forcément en but. C'est vraiment du 50-50 entre le gardien et il faudrait analyser pourquoi. Pourquoi il y a une telle augmentation du taux d'arrêt des pénaltys, parce que c'est des arrêts en plus à chaque fois, c'est pas des pénaltys qui partent dans les nuages, hein. C'est des arrêts de gardien et un ratio qui devient vraiment
très très élevé, je trouve. C'est clair, hein, Voilà. il y a tout un côté mental dans les tirs au but et maintenant, en fait, c'est tellement bossé. C'est vrai on a arrêté avec ce enfin, on a arrêté, hein. Là, beaucoup de Ah, personnes moi, ouais, ne considèrent plus je reviens sur le côté. Je suis justement, je pense que c'est pas que le côté mental. Je pense que techniquement, les gardiens ont inventé une façon de se préparer au penalty qui ça, est c'est ce dont différente de ce qui a c'est ce toujours dont été j'allais historiquement. c'est juste ce dont j'allais parler justement. En fait, il y a beaucoup moins de personnes, j'ai l'impression, qui considèrent, les tirs au but comme juste une loterie. Ça existe de moins en moins, ça, il y en a, mais à chaque fois que ça se passe, c'est un peu décrié parce qu'il y a tout un côté préparation, des analyses, des stats poussées, bref, tout ce qu'on veut. Avec bah, du coup le gardien, leur staff, l'entraîneur les entraîneurs des gardiens, etc. Voilà, qui font des chiffres. On a vu combien de fois on a vu des gardiens qui vont voir comme ça leur bourde où il y a un petit papier avec marqué voilà, vers quel côté le joueur tire le plus, etc. C'est des trucs qu'on voit de plus en plus, qu'on voyait quasiment jamais avant. Non, mais c'est exactement ça. Voilà, En donc fait, je dirais que la science, la technique, enfin l'entraînement, la préparation a beaucoup plus augmenté du côté des gardiens que la qualité de tir du côté des tireurs, quoi. C'est vraiment les gardiens qui ont fait un bond technologique entre guillemets dans la science de l'arrêt. Effectivement, comme tu dis, il y a un aspect préparation, il y a un aspect entraînement mental. Enfin, il y a plein d'aspects. On va pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est voilà, ils ont vraiment, il y a eu un cap de franchi parce que maintenant c'est plus un hasard. C'est à chaque fois qu'il y a un penalty à tirer, que ce soit en championnat nationaux ou en match international ou en Ligue des Champions. Enfin, à chaque fois, il y a des arrêts, quoi. À chaque fois, tous les soirs de Ligue des Champions, tous les soirs de Liga, de Serie A, plein d'arrêts de penalty tous les week-ends. Voilà. c'est vrai. Et en plus, il y a aussi de plus en plus de spécialistes Voilà, aussi. c'était mon petit clin d'œil de la semaine. Très bien. Non, mais je disais, il y a aussi de plus en plus de spécialistes aussi du tir au but, notamment chez les gardiens. Par exemple, là, on a longtemps considéré, par exemple, Mike Maignan comme un spécialiste des tirs au but. Enfin, Chevalier est très Ouais, bon aussi dans ce. Chevalier, mon opinion, ouais. Ouais. Donc non, Il y a aussi le gardien de Brentford, Keller, Keller, qui était ouais, à Liverpool l'année dernière et qui est sacrément bon sur cet exercice. En tout cas, ça fait plusieurs pénaltys qui sort, ouais. consécutifs qu'il arrête. Voilà, il y en a comme ça qui arrivent, qui les posent bien aussi. C'est clair, c'est clair. Ok, très bien, ouais, joli clin d'œil. Moi aussi, c'est un petit clin d'œil. C'est un gros exploit hein, de ce week-end. Pareil, on va rester dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'est les îles Féroé qui ont battu la République tchèque 2-1. Bref, c'est un exploit incroyable. La République tchèque, bon, c'est plus ce que c'était avec les Pavel Nedved, avec les Sech. Enfin, c'est plus ça, c'est plus exactement ça la République tchèque, mais quand même, ça reste une nation. Avec des joueurs vraiment intéressants, Patrick Schick, etc. Enfin, ça reste il y a une nation avec des joueurs intéressants. Et pourtant, ils ont perdu contre les îles Féroé, donc 2-1. Donc un but magnifique, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais un but magnifique de, je crois, le premier à une touche de balle, comme à l'entraînement. Sorensen. Oui, C'est ça, Sorensen, ouais, tout à fait. Ouais. d'un plat du pied avec une passe en retrait fantastique. Enfin, quelque chose d'assez simple, mais qui était très joli et Exactement. très bien construit en contre-attaque. Tout à fait. Donc voilà, c'était ce petit clin d'œil-là, une nation donc, de 136e mondiale, hein, c'est la 136e nation mondiale, 55 000 habitants, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, donc petit archipel, il y a environ 5 700 licenciés de ce que j'ai pu aller voir, soit 10% de la population, ce qui est pas mal aussi. Donc voilà, voilà, ils grandissent petit à petit et ils sont très très proches d'aller à la Coupe du Monde. Et ça, c'est, excusez du peu, mais c'est énorme. Alors oui, ils ont augmenté le nombre de places. Oui, enfin, bien sûr. Mais ils sont troisième donc, de leur groupe L derrière la Croatie et la République tchèque. Donc, mais voilà, ils n'ont plus qu'un seul point de retard. Ils ont fait 12 points en 7 matchs, ce qui est tout à fait, enfin, ce qui est tout à fait bah, bien, quoi, respectable, encore une fois, 12 points. 12 points. Alors, ils ont battu, enfin, en gros, par exemple, qui battent Gibraltar, bon, même le Monténégro à la limite, ouais, mais qui battent la République tchèque, c'est fort. Donc voilà, bravo à eux. Alors que du coup, évidemment, ils n'ont jamais participé à une seule phase finale, hein, un tournoi majeur. Et ils sont adhérents, entre guillemets, à la FIFA depuis 88.
Ils n'ont jamais été qualifiés. Et là, enfin voilà, on avait l'habitude des îles Féroé, à chaque fois, c'était le running gag, voilà, le Portugal qui leur mettait 8-0 et que c'est Ronaldo, il marquait son triplé. Bah voilà, là, ça arrive moins. Ça passe aussi. Bon, il y a beaucoup de joueurs du coup qui sont, comment dire, qui jouent dans des nations, enfin dans des ligues un peu plus, comment dire, j'ai pas, j'ai pas envie d'être péjoratif, mais un peu plus huppés, quoi, entre guillemets. Enfin, je veux dire, il y a des joueurs qui jouent au Danemark, il y a des joueurs qui jouent dans des divisions. Première ligue, même. Et je non, mais il y a des joueurs deuxième division anglaise. C'est ça, voilà, exactement. Quoi. Il y a un joueur qui joue à Grimsby, qui avait éliminé il y a Manchester United en coupe, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais voilà, il y a des joueurs qui s'exportent des îles Féroé. Donc voilà, il y a cette. Bref, ça va continuer à grandir, évidemment. Alors, D'ailleurs, une génération dorée à leur échelle, bien sûr. Mais... Je vais dire de bêtises, mais les îles Féroé, c'est même pas un pays. En plus, ça fait partie du Danemark, non? Je sais pas s'ils ont c'est un petit archipel autonome. En fait, c'est comme l'Écosse par rapport en termes de football, c'est comme l'Écosse par rapport à l'Angleterre, quoi. C'est même pas un pays au sens onusien du terme, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est une région, quoi. Les îles Féroé, archipel autonome faisant partie du royaume du Danemark. Est-ce qu'ils ont leur Qu'est-ce que c'est un pays? Je vais poser la question. L'un des 3 pays constitutifs du Danemark. Ouais, non, c'est pas un pays, ouais. C'est pas un pays. C'est une région du Danemark. C'est une région, exactement. En tout cas, ils ont leur propre langue. Enfin, je crois que comment dire, je crois que c'est courant de là-bas. Mais bref, peu importe. En tout cas, voilà, juste pour rappeler ça, encore une fois, 55 000 habitants, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Alors oui, du coup, comme tu l'as dit, c'est normal, entre guillemets, qu'il y ait pas mal de joueurs qui jouent, qui évoluent au Danemark, justement, mais le fait voilà, qu'ils puissent s'exporter aussi comme ça et tout, bah, ça leur aide, de leur croissance. Donc, voilà, j'avais juste envie de souligner ça. Donc, voilà, bravo aux îles Féroé. Je ne sais pas si on va les voir. Quelques petites îles coincées tout à fait au nord, sur la route de l'Islande, là au milieu de la mer. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà. Je ne sais pas si on va les voir à la Coupe du Monde, mais ce serait assez dingue. Je ne sais plus c'est quoi enfin, il leur reste plus qu'un match, c'est contre la Croatie, donc ça va être compliqué, on va dire. Mais bon, écoutez, voilà. On va dire, ils peuvent se regarder en arrière et dire bon, on y était presque. Ok, écoutez, très bien. On passe au top maintenant, pardon. Nico, je reprends la boucle. C'est quoi ton flop, pardon? Nico, c'est quoi ton flop aujourd'hui? On va rester plutôt dans le nord de l'Europe dans ces qualifications et on se pose la question si la Belgique y sera. La Belgique n'a fait que 0-0 à domicile à Bruxelles face à la Macédoine du Nord. Certes, leader du groupe, mais la Belgique est la grande favorite de ce groupe. Et donc, Rudy Garcia a reçu ses premières critiques, le sélectionneur de la Belgique, ancien entraîneur de l'OM, de Lyon, de Lille et de la Roma, qui donc est aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de Belgique, et qui a reçu ses premières critiques parce que les premières fois ça allait à peu près, mais là on a reçu quelques critiques justement pour ne pas avoir su insuffler un peu d'énergie à son équipe pour qu'elle puisse remporter ce match dans la Macédoine du Nord. Alors les conséquences ne sont pas dramatiques parce que la Belgique reste à 1 point derrière la Macédoine du Nord, toujours leader du groupe, mais la Belgique a un match de moins. Donc ça veut dire que là, ce soir, la Belgique va au Pays de Galles. Et ensuite, il y a encore 2 matchs. Non, je disais, c'est un peu du coup, justement, pas la dernière chance, mais je veux dire, c'est contre leur adversaire direct qui est le Pays de Galles, pendant ce soir. Oui, alors en fait, s'ils font match nul, s'ils perdent, ils resteront derrière la Macédoine du Nord, mais ils perdront leur destin entre leurs mains, en fait. Alors que s'ils battent le Pays de Galles, la Macédoine du Nord, je crois, reçoit le Kazakhstan. Donc à ce moment-là, la Macédoine du Nord peut rester leader ce soir. Mais dans tous les cas, comme la Macédoine du Nord a un match en plus, la Belgique a encore un match de moins un match de plus à disputer par rapport à la Macédoine du Nord. Donc théoriquement, si les Belges gagnent leurs 3 matchs restants, ils seront à la Coupe du Monde. Et c'est ce qu'expliquait Rudy Garcia en conférence de presse hier. Mais voilà, moi je voulais quand même souligner ce petit flop, c'est
cette contre-performance, parce que la Macédoine du Nord reste l'adversaire direct de ce groupe, parce qu'encore une fois, ils sont leaders, et la Belgique n'a pu faire que 0-0, malgré, même s'il y a l'absence de Lukaku, il y avait quand même De Bruyne, Openda, C'est ça. Doku et Malik Fofana, donc ça reste quand même de bons joueurs. C'est pas Et ils assez. ont réussi à... C'est pas assez. Ce qu'ils font, c'est pas assez. Enfin, je veux dire, Non, c'est pas assez, voilà. Donc, à 0-0, de toute façon, à domicile en plus, c'était même pas en Macédoine du Nord. Donc, en fait, ça reste une contre-performance de leur part. Et donc, ce soir, victoire impérative au Pays de Galles, parce que sinon, c'est direction les barrages, très probablement. exact. On parlait là, par exemple, justement des îles Féroé. Donc oui, il y a des petites nations qui grandissent, qui sortent du lot, notamment donc la Macédoine du Nord. Hein, Qui avait éliminé l'Italie pour la Coupe du Monde 2022, il faut le rappeler, au match de barrage. Et qui confirme, ouais, c'est vrai. tout à fait. Qui confirme en étant premier de son groupe. Mais bon, quand tu es la Belgique, quand tu as les joueurs, quand ton effectif compte les joueurs, les joueurs belges, je veux dire, il y a des. C'est peut-être plus la génération dorée, c'était à l'époque avec les compagnies, les Hazard, etc. Peut-être. Mais c'est pas assez, quoi. Ça reste quand même une belle. Ils ont quand même de très bons joueurs en leur possession. Je pense qu'ils doivent être capables, même à la Coupe du Monde, d'aller au moins dans les huitièmes, les 16, voire les 8 meilleures équipes du monde. Exactement. Tout à fait d'accord. Ok, très bien. C'est noté. David, ton flop aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je vais rester sur les éliminatoires. Donc, je vais mettre un petit flop à tes amis du Portugal, Ouais, je comprends. qu'on galéré comme des fous pour battre l'Irlande. Je veux dire, À quand tu vois domicile aussi, hein. à domicile, quand tu vois l'effectif sur le terrain, tu vois les compos des deux équipes, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? On a du Gonzalo Ramos, du Cristiano Ronaldo, du Pedro Neto, t'as une attaque de rêve, du Leao, etc. Il y avait pas Joao Félix, c'était le seul grand absent parmi les attaquants. C'est une attaque de rêve. T'as Nuno Mendes pour faire des débordements depuis derrière en cas de besoin, vraiment en cas de besoin. Et tu butes sur l'Irlande pendant 90 minutes et tu t'en sors. Bon, tu t'en sors quand même, mais t'as Bernardo Silva, j'ai oublié tous les noms tellement Bien sûr, non, mais c'est une pléiade d'étoiles sur la pelouse et tu fais ce spectacle-là de pas réussir à mettre un but pendant 90 minutes face à une nation secondaire du football. Alors bon, ça aurait été un match de rugby, je dis pas, hein, l'Irlande aurait pu s'en sortir, mais un match de football entre le Portugal et l'Irlande, j'ai quand même eu un peu de la peine pour toi. tu m'étonnes. Malheureusement, moi, j'y vois un nom, une problématique qui égale un nom, c'est Roberto Martinez. Ouais. Ah oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. On voit la même chose que ce qu'on voyait avec la Belgique. Et moi, alors, je suis moins inquiet sur comme tu as dit, David, le réservoir est inépuisable. Enfin, un des meilleurs effectifs du monde à l'heure actuelle. Cette équipe du Portugal, elle est incroyable sur le papier. Mais on a l'impression d'avoir un entraîneur qui conduit un bolide, mais il ne sait pas le conduire correctement. Enfin, c'est Roberto Martinez. Surtout qu'il manque d'ambition sur le côté offensif, quoi, parce que là avoir un jeu si stéréotypé avec un effectif aussi magnifique, c'est triste, quoi, c'est dommage. J'ai envie de les voir jouer à la brésilienne. C'est criant, il y a les mêmes lacunes qu'avec la Belgique. Donc, Exactement. Ouais, je vais pas dire mieux. Moi, j'avais déjà dit ce que j'en pensais de Roberto Martinez il y a un petit moment. Il est payé très cher. Hein. C'est un des meilleurs entraîneurs, les mieux payés d'Europe. Hein. C'est horrible. Il y a des choix assez incompréhensibles, dont le fait d'aimer autant un joueur qui s'appelle Renato Veiga, encore une fois, rien contre lui, mais bref, il n'est pas incroyable. Alors que par exemple, des joueurs comme. Et par exemple, il a aligné sa défense, encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais Gonzalo Inacio, pareil, moi je suis pas très très fan. Rien à voir avec le fait qu'il joue au Sporting, juste je suis pas très très fan de base. Mais voilà, et après il y a un gros problème, et ça va encore plus dans la tactique, c'est le côté, il sait pas mettre en place un pressing, et ça c'est horrible. Je veux dire, quand tu as des joueurs comme ça, et des joueurs qui sont habitués à le faire, bon, Joao Neves, il était absent, mais même quand il est là, il l'utilise en latéral droit. Il s'en fout. En absent, tu avais Joao Neves, Joao Félix, mais enfin, tu n'avais pas la litanie d'absents qu'avait la France ou qu'avaient d'autres nations dans cette trêve-là, quoi. Mais bien sûr. Et avec un effectif aussi magnifique, ne pas réussir à marcher sur l'Irlande, c'est fou. C'est triste. Surtout que l'Irlande, enfin non, on les a affrontés.
il n'y a pas grand monde. Hein. Enfin, Non, c'est, bien sûr que non. je Non, veux ils dire, sont ce pas obligés de jouer que- avec Coleman qui a 45 ans. Enfin, je veux dire, bah, ça, encore une fois, avec tout le respect, bien Non, sûr. mais Mais Irlande, ils sont derniers du groupe D. Hein. Ils oui, ont fait oui, bien sûr. trois matchs, un Exactement. nul, 2 défaites. Non, non, mais ce que je disais par rapport à João Neves, c'est même pas le côté absent, c'était le côté où même quand il est là, il l'utilise en latéral droit parce que voilà, il Ouais, adore ouais. ce terrain avec Ruben Neves. Enfin, moi, j'arrive pas à voir. Alors, c'est lui qui marque hier soir, avant-hier soir. Oui, Pas de oui problème. il n'a pas fait un mauvais match, mais c'est vrai Voilà. que ouais, tu te Et demandes. du coup, tu as ce problème-là, comme je l'ai dit, d'une équipe qui sait juste et absolument pas mettre un pressing en place. Hier, enfin, je crois que c'était hier le match, non, oui, dimanche. Samedi. Samedi, non, c'était samedi le match, tout à fait, pardon, désolé. Avant-hier. Donc, tu as un vrai problème de ne pas savoir mettre un pressing en place. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème parce que hier, tu as l'impression que bah, l'Irlande savait jouer au ballon, enfin, savait tenir la balle, déjouer un pressing et tout, mais alors que pas du tout. Tu revois les images et tu revois le match, c'est absolument pas. C'est pas qu'ils savent pas, attention, c'est juste que tu sais pas presser, tu presses pas bien, tu laisses des espaces entre les joueurs. Les joueurs sortent pas au bon moment, enfin, c'est horrible. Et pourtant, tu as des joueurs capables. Je veux dire, Bernardo Silva, c'est un joueur qui sous Pep Guardiola, est plus qu'habitué à presser. Vitinha, j'en parle même pas. Jean Neves, quand il est là, normalement, bah, ça devrait être. Bref, il devrait même pas y avoir débat. Ça devrait être lui, le milieu de terrain. Tu mets lui et 10 autres joueurs sur le terrain. Enfin, voilà. Mais lui au milieu de terrain, pas en défenseur droit. Et tu as des joueurs qui sont censés, comme ça, savoir presser. Et même Pedro Neto, qui est un joueur qui, pareil, défend très bien et qui n'est pas du tout avare sur les retours défensifs en attaque. Je veux dire, tu as des joueurs qui jouent dans des gros clubs et qui sont habitués à presser et à jouer comme ça. Et en fait, là, tu n'es même pas capable de mettre ça en place. Et ça me désole, mais écoutez, c'est comme ça. Hein. Je sais pas trop ce que ça va donner à la Coupe du Monde. J'ai hâte du coup, on fera évidemment les pronos hein, quand ça viendra, mais ouais. Voilà, il y a trop d'incertitudes de toutes parts pour la Coupe du Monde. Là, on n'y voit pas clair. Il y a juste une équipe qui semble quand même maintenir son niveau, c'est l'Espagne. Mais tout le reste, il y a des incertitudes à tous les étages. Exactement. Ok, bah écoutez. Moi, mon flop, c'est. On va juste quitter le foot international, entre guillemets, même ça reste l'UEFA, mais le foot de nation, très rapidement, parce que bon, vous l'avez tous vu passer. L'UEFA a approuvé, c'était déjà lundi, c'était il y a une semaine, mais voilà, à contre-cœur, ils l'ont dit, hein, et à titre exceptionnel, mais la requête donc, de la Liga et de la Serie A de délocaliser 2 matchs de championnat, hein, attention, c'est pas des matchs ni de coupe, ni voilà, matchs de championnat. Qu'aux États-Unis pour Villarreal FC contre le Barça, je crois que c'est à Miami. Je sais plus, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semblait que c'était ça. Non, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et en Australie, donc pour Milan contre Com. Il y a des trucs, enfin en tout cas par exemple les joueurs de Serie A, que ce soit, enfin les deux Français ont beaucoup parlé, hein, Maignan et Rabiot, ils se sont ils trouvaient pas ça normal, bref d'aller jouer le truc, c'était n'importe quoi d'aller jouer C'est n'importe quoi. Comment? C'est le moins qu'on puisse dire. Et C'est n'importe quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, mais mais totalement d'accord. Je vais pas vous relister, enfin vous redire ce qu'ils ont dit, mais bref, on est bien d'accord. Ils ont été un peu recadrés entre guillemets par le président de la Fédé, donc italienne, qui a dit Rabiot, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d'euros, oublient donc qu'ils sont payés pour exercer une activité, c'est-à-dire le foot. Je comprends pas trop l'argument parce que autant, enfin, bref, vous allez me dire hein, ce que vous en pensez, mais quand parfois on délocalise, encore une fois, des matchs ou toute une compétition, entre guillemets, comme par exemple ce qu'avait fait la Liga, enfin, avec la Super Coupe d'Espagne l'année dernière, etc. Je trouve pas ça normal. Ou la France avec le Trophée des Champions qui se joue parfois, qui se joue au Qatar, etc. Bon, bref, c'est un truc encore à part, mais je trouve vraiment pas ça bien, mais c'est encore à part. Mais là, si on commence carrément à délocaliser des matchs de championnat où jouer à domicile ou jouer à l'extérieur, c'est censé être un truc qui a de l'importance. Tu vois, quand tu déplaces un match qui est sur terrain neutre, bon, bah, tant pis, écoute, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde, du coup, voilà. Mais quand tu commences à déplacer des matchs qui sont censés, encore une fois, jouer à la maison, enfin bref, ça n'a juste aucun sens. Donc, je vais vous laisser la parole, David, Nico, mais David, tu as déjà un peu commencé à réagir. Mais Non, mais là, il est en Australie, le match italien, là. Ce sera en Australie. Australie. Les gars vont aller faire un aller-retour en Australie pour jouer un match de championnat italien. Alors, si ça, c'est pas n'importe quoi, là,
AC Ouais, Milan. si ça, c'est pas n'importe quoi, ouais, c'est un derby quasiment, quoi. Ouais, c'est un Ah, match de la région des Grands Lacs qui est délocalisé chez les Kangourous. Bon, écoute, qu'est-ce que je te dise? Allons-y, hein, les gars, hein. Là, il n'y a plus de limite à la connerie, hein. Si on va par là, moi, j'ai plus d'arguments. Si c'est, je sais pas, en plus, je sais pas, tout le monde essaie d'avoir une conscience écologique. Bon, bah là, on parle même pas de l'aberration écologique du truc. on ne veut pas en parler. L'aberration sportive. On parle du problème des calendriers. C'est très à la mode. Et là, on va rajouter ce genre de conneries d'aller-retour très très loin pour des créneaux qui sont pas des trêves internationales. Enfin bon, je sais pas, je vois aucun argument favorable à une telle aberration. Par l'argent, hein. On parle l'argent, bien sûr, mais l'argent. Après l'argent, je veux dire, à un moment donné, le football, on en bouffe matin, midi et soir. Et tu veux faire quoi de plus? Tu veux rajouter des... David, Ah bon, c'est pas mon argument, hein. Je te rassure tout de suite. C'est pour ça qu'il est en flop. C'est clairement pas mon argument. C'est clairement pas. C'est l'argument des gens qui organisent ce genre d'aberration. Ça, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai envie de vous dire, le fossé se creuse. Le fossé se creuse entre les gens qui décident et les fans, tout ah simplement. oui, Parce bien sûr. que moi, je me mets à la place d'un abonné à San Siro qui va pas pouvoir aller voir son match contre Comme parce que messieurs de la fédération italienne ont décidé de délocaliser un match à combien? 15 000 bornes à peu près. C'est Voilà. 24 heures d'avion à peu près pour aller en Australie. Oui, Ouais. oui, voilà, 15-20 heures. Donc, à la fin, bon, bah, on sait très bien, les gens ont déjà souvent se saignent pour aller au stade et pour pouvoir payer un abonnement à l'année pour suivre leur équipe, que ce soit à domicile ou à l'extérieur quand c'est en Italie ou même en France en ce qui concerne la Ligue 1. Donc, je pense que là, c'est pour ça que je dis que le fossé se creuse, c'est qu'en fait, c'est exactement à l'image de. Il y a aussi des bruits qui courent, comme quoi pourquoi pas maintenant on augmenterait la Coupe du Monde à 64 équipes. Bon, bah, là, à ce Ouais, moment-là, bah, jusqu'à 130 et puis ne plus faire de qualification. Enfin voilà, bien sûr. il y a des aberrations qui continuent voilà, à prospérer. Et puis, dès que des joueurs commencent à dire ce qu'ils pensent, on leur dit bah vous, taisez-vous, jouez au foot. Donc l'argument il est un peu léger, je trouve. Et là, c'est même pas, il n'y a même pas d'argument, on va dire, rationnel et j'ai envie de dire de nécessité. Là, on est au contraire dans le non nécessaire et simplement, on sait très bien que c'est de l'argent, c'est lucratif et que voilà, faut exporter la Serie A coûte que coûte, donc on va en Australie. Puis c'est une tristesse. Il y a aussi qui se cache derrière le côté, bon, ben, c'est normal que des gens ailleurs puissent profiter du match, etc. Bon, à la limite, par exemple, quand tu déplaces si par exemple c'est un Barça Real, oui, ça va attirer du monde. Mais enfin, juste, je sais pas si vous vous rappelez, mais je pense que oui. Je crois que c'est la Supercoupe d'Italie qui se joue en Arabie Saoudite. C'était la Supercoupe d'Espagne. Hein. Ouais, la Non, non, Supercoupe non, je crois, d'Espagne en non, Arabie je crois qu'il y Saoudite. a la Supercoupe Et il y a aussi le Super Coupe ouais, d'Arabie Saoudite, voilà. Ah, nous aussi. Ah, d'accord. d'Italie. C'est ça. Et le match s'est fait, mais on aurait dit presque un match à huis clos, quoi. Il y avait personne. Il y avait personne dans le stade. C'était un silence, mais d'enterrement. C'était horrible. Et tu te dis, mais bref, à quoi ça sert? Encore une fois, là, encore une fois, tu dis, voilà, essaies d'engranger des sous dans un truc où, bon, voilà, c'est censé être un match, je veux dire, sur le terrain neutre, etc. Bon, bref, c'est déjà pas dingue. Mais je trouve ça, moi, je comprends, j'arrive pas à comprendre. Et dans le même ordre d'idée, je voulais aussi souligner, parce que vous avez vu ça aussi, que maintenant on a Dubaï qui est en Euroleague. De la même manière, je parle aussi de l'argument, évidemment, c'est pas le même, on va dire, sujet, mais je parle de l'argent coûte que coûte, qui fait Hum, qu'on a le Qatar en Copa América de temps en temps qui est invité, et je me dis toujours, oui, ils vont pas la gagner, mais imaginez s'ils la gagnent, comment on fait? Ils sont champions d'Amérique du Sud. Et de la même manière, Dubaï, bien sûr qu'ils gagneront pas l'Euroleague, mais imaginez qu'ils la gagnent, bon, je pense pas, mais et on est dans le même argument que les équipes sud-africaines qui vont en Champions Cup en rugby. D'ailleurs, on ne dit plus ouais, la c'est ça. Coupe d'Europe, on dit la Champions Cup. Mais ça, en Et fait, d'ailleurs, ce que je regrette un ouais, peu, c'est qu'on ne demande jamais l'avis aux fans et aux équipes et aux joueurs
qui sont les principaux acteurs, mais les fans aussi sont les acteurs du jeu. Enfin, Les les fans, ils s'étaient rebellés, tu te souviens, lorsqu'il y avait eu le projet de Super Super League, League. absolument. Là, les fans s'étaient Oui, mais rebellés, ils avaient dit non, là, c'est trop. mais tu fais bien de le rappeler parce que si les fans ne s'étaient pas rebellés contre ce projet de Ça Super League, passé, ouais. ce serait passé. Voilà. Et aujourd'hui, il y a quand même un serpent de mer dans lequel on dit ah ben oui, c'est toujours en projet, il y a quand même des rumeurs. Bon. Alors, Alexander Seferin, le président de l'UEFA, dit non, c'est pas vrai, ce sont des fausses nouvelles. Voilà, il y a quand même un serpent de mer qui se pose. Donc, Il y aura toujours des projets, hein. De toute façon, ce sera bien sûr. jamais. Il y aura toujours des projets. On sait que le Barça et le Real sont les locomotives et n'attendent qu'une seule chose. Et d'ailleurs, Bien c'est sûr, peut-être l'un des seuls points sur lesquels ces deux clubs sont en accord total, c'est ce projet de Super League. c'est Donc, sûr. il faut, je pense, être vigilant à ce niveau-là. Et je parle de ça en tant que fan, parce que, voilà, en tant que journaliste, on est spectateur du truc, mais en tant que fan, d'être vigilant par rapport à ça, parce que je pense pas que ça aille dans l'intérêt du sport en général de mélanger les genres, de mélanger les continents. Et je pense que chacun devrait avoir sa compétition. Et voilà. Non, mais là, ce que tu racontes sur Dubaï qui a intégré l'Euroleague, on va probablement assister très bientôt au club d'Arabie Saoudite, de la Saudi Pro League, qui vont intégrer la Ligue des Champions. Oui, À c'est pas mon avis, encore arrivé, mais ça va arriver, ça, à mon avis. euh, Après, bon, juste pour restituer rapidement, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir ces deux choses un poil différentes, juste dans le sens où l'Euroleague manque de sous. L'Euroleague, c'est une compétition c'est vrai. parfois un peu, Et il délocalise à Oui, Dubaï oui, aussi. Les finales, voilà, on l'a vu parfois l'été un dernier. poil, dire, voilà, certains disent que c'est un poil oui, précaire, c'est vrai. où il manque de sous. La Ligue des Champions, pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, après, alors je Ah dis pas, non, c'est pas ça pour va défendre ou augmenter quoi que là. ce soit. Donc, Ça se trouve, ça va arriver et tu vas te retrouver, voilà, ça, ils vont mettre tellement de sous. Enfin, je veux dire, je sais pas, pour les gens qui sont peut-être pas tout à fait au courant ou quoi, c'est pas du tout un hasard si, par exemple, la prochaine Coupe du Monde, bon, a lieu en Espagne, Maroc, Portugal. Là, non, a lieu au Canada, États-Unis, Mexique, pardon. Celle d'après, donc, a lieu en Espagne, Maroc, Portugal, Argentine, Paraguay et Uruguay. pour les matchs d'ouverture, oui. Voilà, c'est pas du tout un hasard. C'est parce que donc il y a une règle qui interdit comment dire, l'organisation d'une Coupe du Monde dans un même continent s'il a déjà été du coup organisateur dans les deux précédentes éditions. Et en fait, c'est juste pour ouvrir et pour légitimer le fait qu'en fait, bah oui, tu vas en Arabie Saoudite en 2034 et il n'y a que l'Arabie Saoudite qui organise la Coupe du Monde en 2034. C'est parce qu'en fait, tu te dis, ah ben du coup, on peut pas aller en Afrique parce qu'en fait, on est déjà allé au Maroc, on peut pas aller en Amérique du Sud parce qu'on est allé, on avait fait les matchs d'ouverture en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, on peut pas aller en Europe parce qu'on a déjà fait du coup Espagne-Portugal. On va, oh, bah tiens, allez, il nous reste l'Asie, allez, l'Océanie, mais bon, non, ils mettent pas, peut-être pas assez encore dessous. Allez, on va en Arabie Saoudite. Bon, bref, Et il y avait l'Indonésie, mais ils se sont retirés rapidement aussi. bref, je trouve ça complètement aberrant, mais après, voilà, c'est comme ça. Ok, bah écoutez, vous avez autre chose à rajouter?